Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Bonjour Mathis. Bonjour Sarah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission qui s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la grande consultation citoyenne qui est actuellement en cours. Et vous êtes d'ailleurs invité à donner votre avis et à partager vos idées sur la plateforme numérique futureu.europa.eu. Thème de ce numéro, les droits des femmes dans l'Union européenne. Mathis ? Oui Sarah, la Finlande a par exemple été le premier pays européen à reconnaître le droit de vote des femmes, c'était en 1906. En France, il ne leur sera accordé qu'en 1944. Politique, éducation, emploi, santé, dans de nombreux domaines, les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent, même si on va le voir, il y a des améliorations et que l'on peut même s'inspirer de certaines initiatives chez certains de nos voisins. Cette émission se veut interactive, elle a été préparée à travers un atelier radio par des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes qui sont aussi allés à votre rencontre. Vous le verrez, nos invités répondront aux questions que vous vous posez et puis nous relayerons aussi les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Parlons d'Europe. Nos invités, justement, dans un instant. Evelyn Rogner, l'eurodéputée autrichienne et présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Irène Tolleret, l'eurodéputée française et membre suppléante de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Et pour commencer, nous recevons Olivier Janouex, responsable d'Europe Direct Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Olivier Janouex. Bonjour. Je vous propose, Olivier Janouex, d'écouter ce micro-trottoir. Thomas de l'association HF Prévention est allé faire le point avec vous sur les droits des femmes et leurs avancées. On en parle tout de suite après. Alors, saviez-vous quelles sont les avancées pour les femmes en Europe ? Les avancées des femmes ? Oui. Non, je pourrais pas vous répondre là. Franchement, là, non. Les avancées des femmes ? Il y a eu le droit de vote à l'époque ? Oui, le droit de vote, ouais, en 45. L'IVG aussi, en 1973, la loi pour l'IVG. Je sais que il y a longtemps, il y avait le droit des votes, mais maintenant, il y a des femmes au pouvoir. Je veux dire, il y en a eu au ministre, mais après, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas tellement d'idées là-dessus. Hein. Si, je pense que les femmes maintenant ont beaucoup plus d'avancées que par le temps. Si c'est en Arabie Saoudite ou ailleurs, c'est autre chose. Hein. Ouais. Non, mais en Europe, je pense que maintenant, la femme est un peu équivalente. Peut-être pas au niveau salaire. Il y a le droit des votes, le droit de vote quand même. Le droit de vote, le droit à une certaine indépendance par rapport à son conjoint, à son mari. Le droit même d'avoir un compte bancaire à son nom, sans demander l'autorisation à son mari. Ah si, il y a eu le droit des votes, le droit d'avortement, de l'IVG. Les femmes parlent plus avec tout ce qui est balance ton porc, etc. Toutes ces situations qui... la parole se libère. Ouais. Olivier Janouex, on va s'intéresser à quelques traités. Par exemple, le traité de Rome de 1957 fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une valeur fondamentale de l'Union européenne. De quoi s'agit-il ? Alors, le traité de Rome, dans son article 119, prévoit chaque État membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Alors, c'est actuellement devenu l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Concrètement, ce que ça veut dire que l'Union européenne a intégré dès le départ le principe de l'égalité, alors à la base de l'égalité de rémunération homme-femme directement dans les traités. Pour vous donner un équivalent, c'est comme faire en sorte que l'égalité homme-femme soit inscrite dans la Constitution française. Donc ça veut dire qu'on va donner à ce principe une force juridique très importante et vu qu'elle va avoir la force d'un traité,
les citoyens, les citoyens, les hommes, les femmes, quand ils travaillent dans leur relation de travail, si à un moment ils s'estiment victimes d'une discrimination sur la base de la question, concernant la question de la rémunération, ils ont la possibilité d'aller agir en justice et de pouvoir utiliser justement ce fondement juridique des traités européens, donc de cet article 151 TFUE, pour pouvoir obtenir réparation. Et c'est véritablement un article qui est très important, parce que quand on regarde, si on repositionne un peu par rapport à l'époque, on sortait de la Seconde Guerre mondiale et on avait eu un ensemble de textes qui, entre guillemets, poussaient les États à agir sur la question de l'égalité homme-femme, notamment au niveau de la rémunération. Et pendant très longtemps, en fait, pour schématiser, on donnait une simple obligation aux États d'essayer un peu d'avancer en la matière. Et l'avantage au niveau des traités européens, c'est que cet article, dès 1975 et 1976, en fait, a été appliqué en justice, notamment au niveau de la Cour de justice des communautés européennes et de son arrêt de Fresnes. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a eu un changement de paradigme où on est passé en fait d'une application qui était beaucoup plus incitative à une application qui était beaucoup plus coercitive, dans le sens que des citoyens, et dans le cadre de l'arrêt de Fresnes, c'était une citoyenne qui n'a vraiment pas hésité à faire valoir ses droits en justice. Oui, c'est souvent notre travail que les inégalités sont les plus flagrantes. Effectivement, aujourd'hui encore, d'après l'ONG Oxfam, les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes, c'est énorme. Je vous propose d'écouter Mathursan, élève du collège Blaise Pascal de Plaisir. Près de 70% des adultes pensent qu'il n'existe pas réellement d'écart entre les salaires des hommes et des femmes à travail égal et les nient, ou les attribuent à des choix personnels faits par les femmes. Une femme gagne 27% de moins qu'un homme au cours de sa carrière. En France, pour un poste et des compétences équivalentes, les femmes gagnent en moyenne 9% de moins que les hommes. D'après une étude de 2020, les femmes sont en proportion plus nombreuses à occuper un emploi à temps partiel que les hommes. Plus de 28% des femmes actives en 2019 étaient salariées à temps partiel contre 8,3% des hommes. S'agissant à l'accès à la formation professionnelle, il semble plus limité pour les femmes que pour les hommes à nombre d'enfants égal. L'arrivée des enfants dans un couple semble avoir des répercussions plus importantes sur la vie professionnelle des femmes que sur celle des hommes. Enfin, selon une étude de l'Organisation internationale du travail, 41% des femmes travailleraient dans des secteurs les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Oui, Olivier Janouex, l'Union européenne a adopté dès 1975 sa première directive européenne contre la discrimination salariale. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, cette première directive, donc, qui est la directive 75/117 CEE, en fait est une directive qui vise à rapprocher les législations concernant l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est la première directive européenne qui va préciser spécifiquement ce qu'on doit entendre dans la notion d'égalité des rémunérations. Et pour rentrer un tout petit peu dans le contenu, donc cette directive prévoit tout d'abord en fait l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Elle ouvre aussi la voie juridictionnelle pour tout salarié s'estimant lésé par la non-application de ce principe. Donc par exemple, des États qui n'avaient pas, à l'époque, si par exemple des États n'avaient pas prévu la possibilité d'avoir des recours devant les prud'hommes ou devant un tribunal, donc ces États ont été obligés de mettre en place ces voies juridictionnelles pour que les citoyens et les citoyennes puissent faire valoir leurs droits. Cette directive interdit aussi les licenciements en réaction des salariés qui ont déposé plainte, parce que ça c'était une pratique qu'on voyait assez souvent à l'époque, où en fait, le temps de la justice prenant toujours un certain temps, on avait des salariés qui avaient porté plainte, et en réaction, pour les sanctionner, des entreprises qui les licenciaient. Et donc, grâce à cette directive, cette pratique a pu être complètement condamnée. Et enfin, cette directive a aussi obligé les États à modifier leur législation interne pour éliminer en fait les différentes discriminations présentes dans les dispositions législatives nationales, que ce soit par exemple dans leurs différents codes du travail ou au sein des différentes conventions collectives ou accords de branche.
Et enfin, cette directive, elle prévoit aussi donc des obligations d'information, notamment pour les salariés, afin que tout simplement ils soient au courant que cette directive était en vigueur et que ça leur a créé des droits. Donc après, cette directive, elle a été modifiée plusieurs fois et complétée et actualisée, et c'est actuellement la directive 2006/54/CE qui reste le texte de base sur le sujet. Quand on regarde maintenant l'actualité de la directive et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au niveau salarial, il y a différents éléments qu'on peut prendre en compte. Il y a déjà tout d'abord la question du salaire, la question de la rémunération. Alors traditionnellement, on a l'habitude de dire que les hommes sont payés 25% de plus en moyenne que les femmes. Alors c'est un chiffre qui est globalement vrai, mais qui amène à des précisions, parce que là, on va être obligé de faire un peu de méthodologie pour que tout le monde puisse comprendre de ce dont on parle et qu'il n'y ait pas de débat stérile par la suite. Au niveau européen, c'est très compliqué de calculer les variations de salaire entre les hommes et les femmes, parce que tout simplement, on n'a pas la même méthodologie de calcul. Donc, quand on regarde le dénominateur commun qu'on a actuellement au niveau européen, c'est assez simple. On prend en fait le salaire moyen global des femmes et on le compare par rapport au salaire moyen global des hommes. Donc ça veut dire qu'on va prendre tous les salaires des femmes, on va en faire une moyenne, ce qui va donner un salaire moyen, on va calculer le salaire moyen comme ça des hommes et on va en faire une moyenne. Et donc on va faire le rapport du salaire des femmes sur le salaire des hommes. Et donc, si on prend cette méthodologie, actuellement au niveau de l'Union européenne, alors sur les derniers chiffres qu'on a de 2019, parce que là, avec 2020 et 2021, ça a été très compliqué avec la situation sanitaire, actuellement, du moins en 2019, les femmes étaient payées en moyenne 14,1% de moins que les hommes, au niveau de l'Union européenne. Quand on regarde pour la France, c'est un taux qui s'établit à 16,9%, donc on est un peu au-dessus de la moyenne européenne. Quand on regarde qui fait mieux, c'est le Luxembourg avec un écart de seulement 1,3%, et le pays qui fait le pire, du moins qui fait le moins bien actuellement au niveau de l'Europe, c'est l'Estonie avec une différence de 21,7%. Après, il faut bien prendre en compte aussi, comme je vous disais, la méthodologie. Là, en fait, on a calculé par rapport à un salaire moyen global. Mais tout simplement parce qu'on a seulement des données officielles publiques sur cet élément. On n'a pas de données officielles publiques faites par un organisme, un ministère ou quelque chose comme ça, sur des données réelles et notamment des données ajustées. Notamment par exemple en termes d'équivalent de temps, en termes d'équivalent de poste, de compétences, de diplômes et ainsi de suite. On peut trouver ce type de données, mais pour ça, il faut aller voir en fait via des enquêtes privées, par exemple qui ont été faites par des cabinets de conseil ou des accords sectoriels ou des syndicats. Et là, on se rend compte qu'on a des chiffres qui sont un peu différents parce que on estime, alors ça reste une estimation qui est valable que pour certains secteurs d'activité, donc pas en faire une généralité, mais pour les dernières études qui se sont faites à poste équivalent, à diplôme équivalent, à temps de travail équivalent, ainsi de suite, avec ancienneté même temps d'ancienneté. Olivier Genu, on peut dire qu'il y a une régression au niveau de salarial dans l'Union européenne après la crise sanitaire ? Alors, jusqu'en 2019, en fait, les écarts tendaient à se diminuer. On était passé de 20% à 14%. Avec la crise sanitaire, ça c'est un peu, effectivement, la situation s'est compliquée parce qu'effectivement, il y a eu la situation de la crise sanitaire. Certaines personnes se sont retrouvées au chômage. D'autres personnes ont été payées avec le chômage partiel, donc qui modifie substantiellement le revenu, donc qui modifie le revenu. Donc effectivement, ça fausse les chiffres globaux. Mais quand on regarde plus spécifiquement, on se rend compte que, comme je disais, sur les chiffres, sur les enquêtes privées, on est plutôt sur un équivalent de 3% de différence entre les hommes et les femmes. Et en fait, ce qui fait dire que la question maintenant de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ne se fait plus vraiment sur la question du salaire, même s'il y a encore des efforts et des progrès à faire, mais sur d'autres éléments, par exemple sur la question de l'accès au travail, sur la question de la répartition de la vie personnelle, professionnelle, par exemple quand des familles ont des enfants.
Évidemment, on peut aussi parler de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Charte européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la vie quotidienne, Olivier Janoix. Effectivement, alors cette Charte des droits fondamentaux, elle est très importante. Alors pour resituer, en fait, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est un peu l'équivalent de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Donc c'est un texte qui vise à prévoir les différents droits de l'homme. Et au niveau de cette charte, on a principalement 2 articles. On a l'article 21 qui consacre donc la non-discrimination et on a l'article 23 qui correspond là plus spécifiquement à l'égalité homme-femme. Et là où c'est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport au traité et à la directive en fait qui concernait l'égalité de rémunération ou l'égalité salariale des hommes et des femmes, donc principalement dans le temps de travail, la Charte des droits fondamentaux va un peu plus loin parce qu'elle consacre l'égalité homme-femme de manière générale dans la société. Et ça va donc en fait avoir un impact beaucoup plus important parce que les femmes donc vont pouvoir demander et obtenir réparation sur la base de préjudices qu'elles auraient subis et qui n'étaient pas forcément couverts. Par exemple, qui n'étaient pas forcément couverts jusque-là. Donc, par exemple, que ce soit par exemple en termes d'accès à certaines aides sociales ou d'accès à certains services ou à certains biens et services. Oui, Mathis, depuis une dizaine d'années, on constate aussi un rééquilibrage de la vie professionnelle et familiale. Oui, notamment avec le congé paternité. Sarah, je vous propose encore une fois d'écouter Raphaël, élève du collège Blaise Pascal de Plaisir, qui nous en dit plus. Le congé paternité est fixé à 10 jours minimum dans l'Union européenne. Il est réservé aux pères et doit être pris dans les semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Mais il y a des différences d'un pays à un autre. Depuis le 1er juillet, les jeunes pères français peuvent bénéficier d'un congé paternité de 14 jours. 11 jours financés par la sécurité sociale et 3 jours de congé de naissance, à la charge de l'employeur. Un dispositif qui comprend 7 jours obligatoires. La France n'est pas le seul pays à imposer un congé paternité. Le Portugal oblige les jeunes pères à prendre 2 semaines auprès de leurs enfants. En Belgique, c'est 3 jours et en Italie, 4. Ailleurs en Europe, il faut savoir que la Suède a été le premier pays du monde à avoir instauré le congé paternité. C'était en 1974. Les parents suédois sont autorisés à prendre 480 jours de congé, payés à la hauteur de 80% du salaire. Ils doivent prendre chacun au moins 60 jours et peuvent se répartir les 360 restants comme ils le souhaitent. Un autre exemple, en Espagne, depuis cette année, les jeunes pères espagnols disposent de 16 semaines de congé paternité, soit autant que les mères. Enfin, en Allemagne, il n'y a pas de congé paternité, mais un congé parental. Ainsi, à la naissance de leur enfant, les pères peuvent prendre un congé parental d'une durée maximale de 14 mois à partager avec la mère. Et depuis l'enregistrement de cette rubrique avec Raphaël, la durée du congé paternité est passée de 14 à 28 jours en France. Avant de se quitter, Olivier, je voudrais que vous nous disiez quelques mots de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que la Turquie s'est retirée officiellement de cette convention au 1er juillet de cette année. Alors, la Convention d'Istanbul, parce que signée à Istanbul, en fait, c'est le premier texte du Conseil de l'Europe, donc Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme, donc pour bien faire la différence avec ce qu'on a vu précédemment avec l'Union européenne. Donc là, au niveau du Conseil de l'Europe, on va être davantage sur la grande Europe, donc les pays de l'Union européenne plus une vingtaine d'autres pays. Et donc ça, en fait, c'est un premier, donc la Convention d'Istanbul, c'est le premier texte du Conseil de l'Europe qui a pour vocation, donc justement, de protéger les femmes contre toute forme de violence, prévenir, poursuivre et éliminer les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Donc comment ce texte il agit? En fait, ce texte, il va agir en tout simplement forçant les États à harmoniser leur législation. Tout simplement, par exemple, en définissant un certain nombre de définitions. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une violence à l'égard des femmes?
Dans certains États, parce que tradition culturelle, tradition historique, ainsi de suite, on peut avoir une notion de violence faite aux femmes qui peut être perçue différemment par rapport à un autre État. Et donc ce texte, cette Convention d'Istanbul vient un peu aplanir ces différentes interprétations en imposant une interprétation unique. Elle va aussi permettre de qualifier pénalement un certain nombre d'infractions comme les violences psychologiques, ce qu'on appelle le stalking, le mariage forcé, les mutilations, et d'autres infractions, et recommander des sanctions. Donc quand je dis qualifier pénalement, ça veut dire voilà, on a une infraction qui a été commise. Est-ce que ça relève d'une contravention? Est-ce que ça relève d'un délit? Est-ce que ça relève d'un crime? Et à partir, une fois qu'on a fait cette qualification, une contravention en France, c'est sanctionné par tel type de sanction. Un délit, c'est sanctionné par tel type de sanction. Et un crime, c'est sanctionné par tel type de sanction. À partir de là, la Convention va aussi prévoir en fait des obligations d'action de la part des États en matière de prévention. Ça veut dire qu'effectivement les États s'engagent à appliquer ce qui est prévu, mais c'est bien beau de s'engager, encore maintenant faut-il les appliquer. Donc la Convention oblige donc justement les États à prévoir des actions, que ce soit en termes de prévention, de protection, de soutien aux victimes, de poursuite des contrevenants et en matière de politique intégrée. Et il y a enfin un mécanisme de surveillance qui est dit un mécanisme Grevio pour groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, en fait, qui va avoir pour objectif de surveiller l'application de cette convention par les États. Donc c'est un groupe d'experts internationaux qui se réunit plusieurs fois par an, qui va observer les différentes modifications qu'il y a eu au niveau des États, comment ils ont intégré cette convention d'Istanbul, voir comment elle est appliquée au niveau national, et faire des rapports qui seront par la suite transmis ensuite au Conseil de l'Europe, et Conseil de l'Europe qui va pouvoir en fait déjà agir politiquement auprès d'un État si on se rend compte qu'un État est par exemple en retard ou s'il a mal appliqué. Et enfin, ces rapports peuvent aussi être utiles pour les citoyens si notamment ils souhaitent agir en justice auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire sanctionner un État qui ne respecterait pas justement cette convention d'Istanbul. Est-ce qu'il y aura des conséquences vraiment concrètement pour les femmes, pour les droits des femmes, surtout par rapport à la convention d'Istanbul? Alors, en fait, tout va dépendre du pays dans lequel on se situe. Pour les pays de l'Union européenne, moins, parce qu'en fait, on a déjà beaucoup d'outils juridiques, que ce soit des outils nationaux ou des outils européens, qui étaient déjà existants avant que cette convention d'Istanbul entre en vigueur. Et au niveau européen, notamment par exemple avec les pays nordiques, ce ne sont pas les pays qui sont les plus... on est déjà sur des pays qui sont déjà assez actifs et qui protègent, alors je mets entre guillemets, mais qui protège relativement bien, où l'égalité homme-femme est relativement bien protégée. Après, bien évidemment, en fonction de chaque pays, on peut avoir des différences d'application. La convention en fait, d'Istanbul va être beaucoup plus importante pour les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui restent membres du Conseil de l'Europe, parce que là, comme je le disais, on peut, du fait des traditions historiques, culturelles et ainsi de suite, on peut avoir des perceptions de la notion d'égalité homme-femme qui sont radicalement différentes, et donc là, la Convention peut avoir un rôle. Alors après, il faut aussi laisser le temps, à la Convention de s'appliquer. Elle est assez récente, donc il faut laisser le temps qu'elle s'applique. Et il faut aussi bien comprendre que faire évoluer l'égalité homme-femme, il n'y a pas que les outils juridiques, mais c'est aussi des questions de mentalité, des questions d'éducation, et qu'il faut donc parfois aussi sensibiliser les populations, mener des actions de sensibilisation, que ce soit pour des écoliers, des collégiens, des lycéens ou pour le grand public, et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se décrète pas en claquant des doigts. Donc il faut déjà, laisser le temps à cette convention de s'appliquer, et aussi il faudra aussi laisser le temps aux citoyens de pouvoir utiliser cette convention en justice si nécessaire. Oui, on peut dire qu'une société inclusive des droits des femmes. Merci Olivier Janouex. Je rappelle que vous êtes responsable d'Europe Direct Saint-Germain-en-Laye. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors on l'a vu, même s'il y a encore de nombreuses choses à faire, Sarah, beaucoup de chemin a déjà été parcouru, comme nous le rappelle Justine, élève du collège Blaise Pascal de Plaisir. Tous les pays européens n'ont pas reconnu les droits des femmes en même temps. Mais au fil du temps, l'Union européenne a fini par créer différentes lois pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. L'un des premiers pays européens à avoir instauré le droit de vote en Europe est la Finlande en 1907.
S'en est suivi quelques années après l'Allemagne le 12 novembre 1918. Les Françaises, elles, voteront pour la première fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 29 avril 1945. 12 ans plus tard, en 1957, à la signature des traités de Rome, la CE intègre l'égalité des genres comme valeur fondamentale en Europe. L'avortement a aussi été un grand combat pour les femmes européennes. Le 17 janvier 1975, grâce à la loi Veil, les femmes ont eu le droit à l'avortement, mais pour une période de 5 ans. Ce n'est qu'en 1979 que cette loi sera reconduite sans aucune limite de temps. Simone Veil, qui a d'ailleurs été la première femme présidente du Parlement européen le 17 juillet 1979. Le 23 décembre 1980 en France, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est considéré comme un crime. Parlons d'Europe, vos questions. La suite de cette émission Parlons d'Europe à présent. Evelyn Regner, eurodéputée autrichienne, présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, et Irène Toléré, eurodéputée française, membre suppléante de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, répondent aux questions que vous posez. Des questions relayées par Raphaël, Justine et Mathursan, des élèves du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines. Comment l'Europe a-t-elle déjà fait avancer le droit des femmes ? L'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans les traités depuis 1957. Le premier texte un petit peu important qui parle d'égalité salariale date de 1975 et du fait de ce texte européen, tous les États membres ont dû réviser leur législation nationale. Après, l'autre date un peu symbolique, c'est 1979 avec Simone Veil, première présidente du Parlement européen. Depuis 30 ans, nous avons aussi un groupe de travail dédié à l'égalité au sein du Parlement européen qui s'appelle la Commission Femmes. Et depuis 2019, nous avons non seulement une présidente de la Commission, donc du gouvernement de l'Union, qui est une femme, Madame Ursula von der Leyen, mais surtout nous avons une ministre, donc une commissaire dédiée à l'égalité, Madame Helena Dalli. Nous avons donc plusieurs textes qui ont avancé et qui sont aussi sur la table. Donc en 2019, un texte sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et sur l'année 2021, nous avons à travail égal, salaire égal, qui est très important. Quelles sont les principales avancées en matière de droits des femmes que l'Europe a connues ? Voilà, tout d'abord, le principe de respecter les droits des femmes, c'est vraiment quelque chose du DNA de l'Union européenne. C'est-à-dire, depuis l'Union européenne existe. Ça, c'est une base de notre, pas seulement mentalité, ce sont des valeurs. Et donc, on a fait beaucoup de législation en ce qui concerne respecter les droits de femmes. Par exemple, autrefois, voilà, je donne juste un petit exemple. Autrefois, c'était normal de dire les femmes payent plus pour une assurance de maladie privée parce que, voilà, ce sont les femmes qui ont des enfants et donc ça coûte plus d'argent et toutes sortes de discriminations qui existent dans la vie quotidienne, on a éliminé, c'est-à-dire le principe de non-discrimination, surtout au travail existe. Et on a fait beaucoup contre le harcèlement sexuel, mais bien sûr, il y a beaucoup de mesures qui sont encore à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui disent « ça c'est une question de subsidiarité, il faut faire des mesures au niveau national ». Et au niveau national, ces pays, ces gouvernements ne font pas grand-chose. Donc il reste énormément beaucoup à faire. Quel pays peut-on s'inspirer en matière des droits des femmes ? Voilà, imaginez, c'est le Nord. Aux pays scandinaves, il y a beaucoup des exemples qui sont vraiment super. Surtout, là, il y a beaucoup de mesures obligatoires. C'est-à-dire, corporate social responsibility, c'est chouette, mais normalement, on a vraiment besoin de quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire, les quotas sont très effectif. Et pour ça, on a beaucoup plus de femmes au pays nord, dans les comités d'entreprise, dans les boards, ce sont beaucoup plus de chefs d'entreprise qui sont des femmes au pays nordique. Et en plus, ce qu'on a fait au pays nordique, ce qui est très important, on protège mieux les femmes contre la violence. Nous avons cette tendance-là, très très triste, que les féminicides
augmente. Et par exemple, en Finlande, il existe un plan national des mesures pour regarder ce qu'on doit faire pour mieux protéger les femmes, c'est-à-dire formation pour les hommes de la police, voilà, augmenter aussi les femmes qui sont des policiers, formation pour les profs, pour les médecins, c'est-à-dire tout cela c'est absolument nécessaire. Mais la France, ça c'est aussi un pays que j'admire beaucoup parce que en France on a fait beaucoup pour augmenter les chiffres des femmes qui dirigent des entreprises. Aussi, ici, les quotas qui sont obligatoires, là je peux dire félicitations, mais bien sûr il reste encore aussi beaucoup à faire. Le congé paternité est fixé à 10 jours dans l'Union européenne. En quoi est-ce une avancée pour les femmes ? C'est une avancée majeure sur les droits des femmes pour deux raisons. Si on prend l'égalité salariale, on a un écart de 16-17% entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Mais par contre, quand on va au moment des retraites, eh bien, on a cet écart est autour de 38%. Pourquoi ? Parce que ce sont les femmes qui interrompent leur carrière par rapport à la venue d'un enfant. Or, notre société a besoin d'avoir des enfants pour tout, pour la vie tout simplement, mais aussi pour la vie sociale et pour la vie économique. Donc, avoir des dispositifs qui permettent aux femmes et aux hommes d'être égaux face à la maternité ou la paternité, c'est un pas vers l'égalité qui est extrêmement important. Ça permet aussi non seulement une égalité économique, mais aussi une charge mentale, parce que quand on a eu le confinement, ce sont plutôt des femmes qui se sont occupées des enfants, et il est important qu'on se dise que ce n'est pas quelque chose de naturel, et que la charge des enfants, elle est à celui des parents qui, à un moment donné, veut s'en occuper, et que cette tâche soit partagée, coportée. Comment l'Europe peut-elle inciter les femmes à se tourner vers certains métiers où il n'y a que des hommes ? Alors ça, c'est un sujet très important. La réponse à votre question, c'est par la formation, en faisant attention à ce que les itinéraires de formation de métiers dits masculins aient des quotas féminins. Pourquoi c'est important d'avoir des quotas féminins dans des métiers masculins ? Parce qu'on peut avoir des demandes par rapport à la croissance économique sur certains métiers plus que d'autres. Et si ces métiers sont très masculins, on peut avoir des inégalités qui accompagnent le développement économique. Je m'explique. Crise Covid. Les métiers les plus précaires sont arrêtés. Serveuse dans les restaurants, auxiliaire de vie, garder les enfants qui n'étaient pas à l'école, toutes ces choses-là, puisqu'il n'y avait plus d'école, ça s'arrête. Et dans le même temps, on sait qu'on va relancer l'économie autour de métiers du digital et de l'environnement. Ça tombe bien, ce sont des filières qui sont à 70% masculines. Ça veut dire que si on n'a pas une action publique volontaire, on va se retrouver à avoir des femmes qui perdent leur travail et en contrepartie, des métiers plutôt masculins qui vont embaucher. Ce chiffre-là, c'est de la réalité. En décembre 2020, en Italie, sur un chiffre autour de 116 000 destructions d'emplois, il y avait plus de 104 000 destructions d'emplois féminines. Et pareil aux États-Unis. Donc il est très important, par rapport au moment que nous vivons, que nous ayons un regard très précis sur les filières de formation pour qu'on sorte de ces emplois masculins ou féminins et que tout Européen ait sa chance face à ce qu'il veut faire, à son talent et aux opportunités de croissance et de rémunération qu'offre notre société. Comment l'Europe lutte-t-elle contre les inégalités femmes-hommes ? Il y a beaucoup de mesures. Nous attendons encore Women on Boards. C'est une directive de la Commission européenne. Voilà, on a fait depuis des années déjà la position du Parlement européen, des quotas pour augmenter les femmes qui sont après des role models, vraiment quelqu'un à admirer et de suivre. Et ça, c'est important, top-down et bottom-up. Et maintenant, très important pour la vie quotidienne, c'est une directive qui s'occupe des salaires. Nous observons encore
par exemple chez moi en Autriche, une différence des salaires hommes-femmes de presque 20%. Et au niveau européen, c'est un peu moins, mais quand même, il n'y a pas des raisons objectives pourquoi des hommes gagnent beaucoup plus des salaires quand ils travaillent plus ou moins la même chose que les femmes. Donc, nous avons cette directive sur la table pour prendre mesures, pour améliorer la situation et pour éliminer les différences en ce qui concerne les salaires. Alors, l'Union européenne, c'est un groupe de 27 pays qui ont décidé, à travers des traités, de mettre des choses en commun. Ces choses en commun, on peut aller jusqu'à des dispositifs législatifs. Des directives, donc l'Union européenne prend une directive et les États membres ont obligation de transposer dans leur législation nationale, ou bien un règlement qui s'applique de la même façon dans toute l'Union européenne. Donc ce sont bien des dispositifs législatifs qui vont venir dans un premier temps, c'est ceux dont je vous ai parlé, mais on peut aussi avoir des dispositifs budgétaires. L'Union européenne donne beaucoup d'argent à la politique agricole commune, à la politique de cohésion. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'Union européenne ait brillé par une quelconque attention sur le fait que cet argent aille plus ou moins à des femmes ou à des hommes. Et je crois que c'est l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est justement de blinder que nous allions réellement vers l'égalité. Y a-t-il encore de grandes disparités entre les femmes et les hommes ? Comment s'explique-t-elle ? Oui, il y a encore des grandes disparités entre les hommes et les femmes. Il doit bien y avoir une partie culturelle, puisque quand on voit certains pays nordiques, ils sont beaucoup plus en avance sur certains sujets que certains pays latins. Maintenant, l'Union européenne s'est unie dans la diversité. Ça veut dire que sur tous les sujets sur lesquels l'Union européenne va avancer, on part du principe que chaque État membre a un point de départ différent. Et du coup, on va avoir un objectif lointain qui est commun, mais la route pour y aller, elle doit être adaptée au point de départ et aux moyens du pays. Mais par contre, on va bien dans la même direction et main dans la main avec de la solidarité. Comment, au sein de ces institutions, l'Europe fait-elle progresser les droits des femmes ? Avec des postes clés attribués à des femmes ? Avec des quotas ? Oui, ça c'est un bon exemple. On voit la commission, c'est femmes, hommes. Voilà, et quand vous regardez, c'est juste un exemple symbolique, mais ça nous dit quelque chose. Sofagate. Là, on a vu, il existe encore beaucoup de stéréotypes dans la façon de penser. Voilà, là, c'était Monsieur Charles Michel qui a oublié, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, qu'il a oublié qu'il a une équipe, qu'il est intime avec la présidente de la commission. Et donc, c'est important top-down et bottom-up, d'améliorer la situation. Si c'est Madame von der Leyen, qui est quand même la présidente de la Commission européenne, c'est-à-dire c'est une femme avec beaucoup de pouvoir, qui est dans une situation privilégiée, quand c'est elle qui a déjà des expériences comme ça, comment est-ce que c'est dans la vie quotidienne des femmes aujourd'hui, les harcèlements sexuels, mais aussi le mobbing, le bullying. Il y a beaucoup de stéréotypes dans la vie quotidienne qu'on observe, mais quand c'était toujours comme ça, on l'accepte et ça, c'est plus acceptable. C'est-à-dire les salaires, la violence, toutes sortes de harcèlement. Donc, et bien sûr aussi la grande question qui s'occupe des enfants, parce que là on voit aussi que c'est surtout les femmes qui sont encore responsables. C'est-à-dire les hommes partagent, mais c'est en général la responsabilité des femmes de s'occuper surtout des enfants. En matière de violences sexistes et domestiques, quelles sont les mesures prises par l'Union européenne pour prévenir et lutter contre ces phénomènes ? Alors, pour les violences faites aux femmes, donc le gros texte, ça a été l'adhésion à la Convention d'Istanbul. Donc, une adhésion du Conseil de l'Europe à la Convention d'Istanbul. Derrière, il faut que chaque État membre ratifie cette convention, c'est-à-dire transforme en législation nationale les outils de la Convention
Convention d'Istanbul. Donc la Convention d'Istanbul lutte contre les violences faites aux femmes à travers une obligation de mettre en place de la formation dès le plus jeune âge dans les écoles, donc une sensibilisation à la violence de genre, à la violence sexiste, une éducation sexuelle aussi pour faire dès le plus jeune âge apprendre les notions de consentement, aussi apprendre les notions de diversité, et puis derrière avoir des dispositifs législatifs spécifiques pour les violences faites aux femmes quand il y a une femme qui est soumise à des violences, qu'elle soit accueillie, qu'il y ait un dispositif législatif. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en cours, mais qui n'est pas encore ratifié par tous les pays. On a encore beaucoup de travail sur la table. Face à des reculs que nous enregistrons dans notre union, j'ai demandé avec d'autres que sur le sujet spécifique des violences physiques faites aux femmes ou des violences de type harcèlement, nous ayons une directive européenne, c'est-à-dire que nous nous substituions à l'adhésion et la ratification volontaire des États membres à la Convention d'Istanbul et que nous remplacions ça par une directive et donc une obligation pour les États membres de transposer en droit national. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur ce que fait l'Europe pour les droits des femmes. Merci encore une fois à Justine, Mathursan et Raphaël du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines d'avoir relayé les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Et puis, vous le savez, une grande consultation citoyenne est en cours jusqu'au premier semestre 2022. Vous êtes invités à vous exprimer et à imaginer l'Europe de demain. On vous rappelle d'ailleurs l'adresse de la plateforme numérique futureu.europa.eu, plateforme mise en place à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous pourrez ainsi partager vos idées sur différents thèmes, changement climatique, santé, justice sociale et emploi, démocratie européenne, transformation numérique, etc. Merci Mathis. Parlons d'Europe, c'est terminé. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Sarah, on espère avoir répondu aux principales questions que vous vous posez et n'oubliez pas de prolonger le débat sur nos réseaux sociaux. C'était Parlons d'Europe sur Sensation. Plus d'infos sur maisoneurope78.eu.